Alors, bonjour tout le monde. Je suis aujourd'hui en compagnie de Marie. Marie que j'ai connue il y a quelques années lors de mes activités professionnelles et on est resté en contact via notre amour de l'Ayurveda, de la santé naturelle, du développement personnel. Bonjour Marie. Salut. Et tu es présentement au Maroc, n'est-ce pas? Oui, je suis au Maroc depuis quelques mois, après un petit passage en Asie. Donc je bouge beaucoup. Voilà. Oui, globetrotter depuis quelques années. Et puis, Marie a eu la chance de visiter lors de ses périples le centre Révolution Ayurveda de Kovalam avec lequel nous gardons des relations. Aujourd'hui, on voulait vous partager un peu les expériences. Qu'est-ce que c'est recevoir des soins ayurvédiques? Qu'est-ce que c'est recevoir, comme on appelle, une cure ayurvédique en Inde? Marie s'était portée volontaire pour partager son expérience. Alors, je suis heureux de te Ouais. recevoir aujourd'hui. Oui, ben, moi aussi. Effectivement, je pense que ça vaut la peine de parler de ce petit centre qui fait un travail très professionnel. Il y a une offre assez large en Inde qui s'est développée autour de l'Ayurveda. Il y a du bon comme du mauvais. Et quand on approche des zones touristiques, il y a beaucoup de mauvais. Donc, ce petit centre a le mérite d'être professionnel. Et moi, c'était ma première expérience de Panchakarma, donc entre 40 et 50 jours. La cure a duré pour moi 43 jours au total. Wow, Euh, t'as fait le temps le plus optimal. On peut le faire en un peu moins de temps, mais là, oui, toi, tu as voulu faire vraiment le maximum moi, c'était l'objectif, en possible. fait, c'était de sortir des cours qu'on avait fait ensemble et que j'avais pu faire donc à Montréal et de me dire, ben maintenant, je Mhm. vais aller expérimenter ce que j'ai appris et je veux le Ouais. vivre, je veux le ressentir. Et l'Inde, j'y avais déjà été, donc voilà, j'étais tentée par y retourner forcément. Et Mhm. donc, j'y suis allée en 2022 et j'ai voyagé un petit peu avant, c'est recommandé plus de voyager avant la cure, effectivement, qu'après la cure. Et je me suis déposée donc à Kovalam, je pense que c'était autour du 22-23 août 2022. Et je suis arrivée, quand j'ai relu mes notes, c'est ce que je te disais, hein, quand je relisais mes notes, je me disais, oh mon Dieu, dans quel état je suis arrivée. J'avais pris des notes tout au long de mon séjour. Et c'est intéressant de les relire maintenant, quasiment 3 ans après. Mhm. Parce que, et d'ailleurs, c'est conseillé hein, de prendre des notes, de pouvoir s'observer, de voir comment le corps réagit, comment l'esprit change aussi, quelles sont les croyances, les ressentis, les réactions du corps qu'on peut avoir le tout début, au milieu et à la fin, et bien sûr les mois qui suivent. C'est une Et moi, longue je suis période arrivée de dans un temps, hein. état. 40 jours, Oui, c'est une longue période de temps c'est comparativement à des une semaine, 10 jours que les gens ont l'habitude de faire. Donc, on peut oublier ce qui est arrivé il y a 4 semaines, surtout si on a vécu ah des ouais, changements. facilement. C'est vrai que c'est Facilement, pertinent d'avoir un journal. Je vais juste mettre les gens en contexte oui, très rapidement, si jamais il y en a qui se demandent de quoi on parle exactement. Mais on parle des panchakarma qui sont une cure emblématique et aujourd'hui une espèce de buzzword pour vendre toutes sortes de cures ayurvédiques, mais qui est à la base une série de procédures bien précises qui vont être adaptées à chaque personne, mais c'est une espèce de cure avec des procédures, bon, première étape, deuxième étape, troisième étape. Et à travers tout ça, il y a toutes sortes de soins qui vont être ajoutés ou enlevés selon chaque personne, ses besoins. Le but de ces cures-là, c'est une désintoxication très, très profonde et aussi un rééquilibrage des trois doshas, des trois aspects ayurvédiques bon, qu'on parle pour les principes de l'équilibre de la santé. Suite, pour revenir avec l'histoire, ben, comme Marie faisait référence, qu'après une telle cure qui est très bénéfique pour le corps, vaut mieux, on est un peu fragile après, puis mm, tu nous raconteras si tu as ouais, ouais. une expérience personnelle à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça qu'elle disait qu'il faut mieux voyager avant. Euh, Ouais. donc, voilà, ça fait Profiter, référence à cette mm, cure-là. profiter avant, et c'est bien que tu le précises que on parle bien de procédure. C'est un protocole en fait qui est établi autour de la première consultation avec le médecin. Cette première consultation, elle est importante
pour la compréhension de la Constitution, l'historique médical, l'historique de vie, savoir quelles sont nos habitudes également. Donc, il y a toute cette phase de consultation où on discute à la fois aussi de ce qu'on a dans la tête, de comment on pense les choses, comment on se sent dans notre vie. Si on prend un traitement, si on a des problématiques de santé particulières. Moi, je suis arrivée avec, ça faisait 17 ans que j'étais soignée pour de l'hypothyroïdie. Donc, sous l'évothyrox d'abord et Synthroid ensuite au Canada. Je suis arrivée avec mon traitement. J'ai continué mon traitement au début du Panchakarma. C'est important, le médecin me l'a demandé. Et puis, lors de cette consultation, le médecin va établir le protocole. Il va regarder, effectivement, aussi en fonction de la durée de notre séjour, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour traiter les débalancements les plus importants, surtout quand il y a plusieurs débalancements. Je me permets ici juste une précision aussi, pardon, pour le public. On parle de médecins parce qu'en Inde, les thérapeutes ayurvédiques sont en fait des médecins ayurvédiques. Ils suivent une formation qui est BAMS, qui est Bachelor in Ayurveda and Medical Science, dans lequel il y a beaucoup de pathologies. Bon, ils vont pratiquer même des dissections sur corps humain. Donc, ils ont une formation très proche de celle d'un médecin en Inde. Et ils portent le titre de médecin. Et la loi indienne est organisée aussi de façon à ce que les responsabilités, les devoirs sont différemment distribués. Donc, on tient à préciser, je tiens à préciser ici. Puis, tant qu'à faire aussi, dernière précision pour le public, aussi de dire que nous, on n'a pas on parle de cette clinique non pas parce qu'on a un intérêt financier. Moi, je reçois aucun argent de cette clinique-là et Marie non plus pour le moment. Non pas qu'on n'a pas d'articulation entre nos pratiques professionnelles nécessairement, puis des endroits comme ça. Moi, ça m'arrive de pointer, mais l'intérêt ici, c'est une relation. Donc, on est en relation avec des gens parce que ces traitements-là, c'est pas simple. C'est pas quelque chose c'est pas comme une distributrice. Bon, on voit une distributrice à Coke, je mets un peu d'argent, puis j'ai mon Coke qui est pareil que l'autre que j'ai acheté dans l'autre ville. Chaque médecin, et pour moi, c'est ça qui est important, je ne réfère, et même je ne peux pas référer à un centre, fût-il Révolution Ayurveda, je réfère toujours à un médecin dans un contexte qui est le centre. Donc, si Dr Grishma, qui est la médecin en chef en ce moment chez Révolution Ayurveda, quitte, ou si le directeur Sharat Rajendra Prasad vend à quelqu'un d'autre, c'est deux choses qui pourraient faire en sorte que, bon, j'ai plus nécessairement les paramètres pour cette relation que j'ai avec des personnes et non pas avec une entité, une entreprise, ben, elle serait, il faudrait la renouveler avec un nouveau médecin, avec un nouveau directeur. Donc voilà. Donc, c'est ce qu'il faut garder en tête lorsqu'on discute de tout ça. C'est vraiment un intérêt. Nous, on veut investiguer l'Ayurveda, on voulait vivre c'est quoi des panchakarmas. Et ces gens-là nous permettent de s'approcher de quelque chose de plus authentique et de plus... La relation compte énormément, comme elle compte avec son médecin traitant ou avec son cardiologue ou même son esthéticienne. On a besoin de cette relation, de cet accueil-là. Moi, j'avais testé, je crois, 3 ans avant, un hôpital. Ouais, c'est 3 ans avant. J'avais testé un hôpital sur 3 semaines à l'époque, donc au Kerala. Et j'ai pas du tout aimé la relation, j'ai pas du tout aimé la façon dont les protocoles, les procédures se faisaient. Je voulais expérimenter un autre lieu, justement parce que cette relation-là, cet accueil-là faisait défaut. Et du coup, Révolution Ayurveda est tombée sur ma route et je regrette pas du tout en fait. Le docteur, mais aussi le thérapeute. Et la relation entre le docteur et le thérapeute compte énormément également parce que c'est ce duo qui va prendre soin de nous et ce sont 2 professionnels qui ne font pas la même chose. Et d'ailleurs, le thérapeute, celui qui va faire les massages, la thérapie par le corps, ne fonctionne que si le docteur lui fait des recommandations. C'est important parce que c'est ce qui fait qu'on se sent en confiance et on se laisse porter par le processus. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une thérapeute au niveau des massages qui était exceptionnelle et qui chaque jour était capable de lire mon corps et de dire au médecin, aujourd'hui, on ne pourra pas faire parce que je vois telle et telle chose. Ou de me dire, toi, tu as mal dormi aujourd'hui, va falloir qu'on fasse attention. Donc, c'est important aussi d'avoir des gens professionnels et bien formés. Et d'ailleurs, généralement, le médecin s'assure de la formation
du thérapeute, va même jusqu'à lui dire aussi comment il veut que les soins se passent. Ça recoupe les 4, tu te rappelles peut-être dans les formations, les 4 pattes du traitement en Ayurveda, tel que nommé dans l'Ashtanga Hridayam. C'est le médecin, les assistants, ou la médecin, dans ce cas-ci la médecin, les assistants, les remèdes. Il faut que les remèdes soient de bonne qualité, il faut que les assistants... Et ensuite, la 4e patte, c'est nous. Et c'est donc, on parle de relations, mais on en fait partie. Donc, nous, le patient, le client, ou plutôt le bénéficiaire, j'aime plus employer ce terme, là où la bénéficiaire donc prend partie prenante aussi. Donc, une relation, bien, il faut donner du feedback, il faut participer. Mais c'est intéressant, je suis content parce que souvent, le maillon faible en Inde, c'est les thérapeutes. Parce que les thérapeutes ils ont souvent des salaires assez faibles dans le marché indien. Fait que souvent, c'est des gens qui sont moins impliqués. Les gens de qualité vont aller vers d'autres emplois. Je suis très heureux de savoir que tu as eu une thérapeute. C'est souvent pas gagné. De ce côté-là, c'est souvent là où le bas blesse. Là, les exécutants, parfois, vont avoir... Alors, ce que tu dis aussi est très important sur les produits. Il y a beaucoup j'allais dire, de contrefaçons ou d'utilisation d'huile de mauvaise qualité. Alors, de pratiques abusives. Voilà. Ce qui est pas forcément facile à détecter quand on ne connaît pas ou quand on ne pose pas la question, on n'ose pas poser la question, mais c'est important de savoir que les produits sont faits en fonction des soins qui vont nous être apportés. Les produits ne sont pas préparés trop longtemps à l'avance non plus. Parfois même, je me souviens, Charat, il allait chercher la veille pour le lendemain. Enfin, c'était vraiment en fonction de ce que recommandait le médecin. Et généralement, ils font affaire aussi avec des centres ou plusieurs pharmacies dans lesquelles ils vont avoir leurs repères et ils vont aller chercher les produits les plus adaptés. Je le sais parce que moi, j'avais demandé à accompagner Charat lors d'une dernière visite l'année dernière pour voir comment ils faisaient la sélection des produits, pourquoi est-ce qu'ils achetaient tel produit ici, telle huile, pourquoi telle épice aussi pour la nourriture. Parce que pourquoi telle personne ou à telle qualité. Exactement. Mais en fait, Charat, c'est sa force parce que sa famille, à lui, ça fait 3 générations, je pense, qui sont là-dedans. Ils sont... lui, il sort un peu pour essayer d'aller faire des panchakarma puis redonner à l'Ayurveda ses lettres de noblesse au niveau de la pratique, remonter le niveau de pratique. Mais si c'était pas donné cette mission-là, il aurait simplement poursuivi. Sa famille achète et revend des produits. Et ils sont dépositaires. Il y a des licences pour vendre une des meilleures marques dans le sud de l'Inde. Il n'y a qu'une personne qui peut les vendre ou un seul établissement peut les vendre par région. Donc, lui, ça fait longtemps qu'il connaît ça, qu'il connaissent des gens qui ont l'habitude de connaître qui fait les meilleurs produits. Donc, ça, c'est une des forces du centre grâce à la famille. Charat Charat lui-même, mais sa famille aussi doit être derrière ça d'une certaine façon. Comme le choix des aliments, le choix des épices aussi. Généralement, c'est la maman qui cuisine et Grishma aussi, le docteur peut être amené à faire la cuisine. Donc, les plats font partie aussi, au-delà des produits, des plantes, des huiles, le repas aussi est une partie importante. On n'est pas sur un buffet comme on peut voir dans les resorts à côté. On est vraiment sur des repas faits maison qui sont mangés dans l'heure qui a suivi, qui nous sont livrés, amenés directement. On a nos portions et les repas dépendent effectivement du moment où on est dans le séjour et dans les protocoles, puisqu'il y a différentes phases et donc différents types de repas en fonction des soins qu'on a. Donc ça, c'est aussi gage de qualité. Donc, il y a le docteur, la thérapeute, les produits et la nourriture qui sont importants. Et il y a nous, il y a notre façon d'aborder les choses, de se laisser découvrir un nouveau système de soins qui est totalement différent de ce qu'on peut connaître en Occident, où le corps va être mis en action, où l'esprit aussi va beaucoup compter. Et de se faire expliquer au fur et à mesure les soins. Moi, je sais que j'étais très demandeuse forcément parce que j'avais étudié. Donc, avant que les procédures n'aient lieu, je demandais, ça me faisait des révisions
Ok, donc Mhm. là, on va en parler, hein. Moi, j'ai eu alors 5 procédures, mais on va dire 4 pour résumer et une variante d'une de ces 4. Mais à chaque fois, je me faisais préciser quel type de diète, la phase de préparation, qu'est-ce qui va se passer le jour même et qu'est-ce que je dois en attendre après. Important pour moi, j'avais besoin de comprendre, donc je prenais mes petites notes, ça me permettait aussi de mieux observer, de voir ce que j'avais retenu. Et ça témoigne aussi de la relation avec le docteur. Prendre le temps de nous expliquer les choses et aussi de nous laisser une petite part de mystère pour pas que la tête fonctionne trop, mais se laisse aller aussi avec le protocole. C'est extrêmement Intéressant. important. Est-ce que tu avais à insister pour recevoir ces explications-là ou en fait, dès que tu en as fait la demande, automatiquement, Grishma était encline d'emblée Est-ce que tu avais à gratter pour aller chercher toutes les explications ou vraiment Non, ça pas du t'était tout. C'était livré donné. Non, c'était généreusement? vraiment donné spontanément. Mais aussi, elle m'a quand même précisé et je le retiens, c'est oui, tu peux comprendre, mais vis-le Oui, et on va en discuter après. Et oui, c'est tellement plus intéressant aussi de garder une petite part de mystère et après oui, d'en débriefer entre guillemets oui, et de tout se à fait. dire ah ouais, valait peut-être pas mieux que je le sache avant, Oui, mais oui, en oui. tout cas, voilà. Donc la relation avec le docteur est essentielle. Il y a une partie Après, aussi, bon, on n'a pas leur expérience, leur étude et tout. oui. On peut comprendre jusqu'en partie, mais il y a une partie qu'on ne pourra pas comprendre. Il y a une partie qu'eux-mêmes peinent à comprendre. Donc, il faut se garder effectivement une petite part de mystère. Je trouve ça bien dit, tout en essayant de saisir le plus possible. Et un point aussi qui est important, alors surtout quand on est dans des processus longs, mais même courts, hein, c'est on a notre fâcheuse tendance à aller tout vérifier sur Internet, tout comparer sur Internet. Euh, Franchement, l'idéal, c'est d'abord de limiter ses connexions parce qu'on est dans une phase de soins, de repos. Donc éviter les écrans, éviter aussi d'aller se créer des humeurs. Je dis ça parce que voilà, on passe par des états d'esprit, mais échanger trop avec l'extérieur aussi, on est vraiment. C'est prendre le temps. C'est quand on part avec l'idée d'être sur une longueur de 40 à 50 jours, c'est vraiment un cocon dans lequel on se donne la chance d'évoluer aussi. C'est un cadeau. Mais c'est ça, quand le docteur dit une part de mystère, moi je sais qu'au début j'avais quand même le réflexe de vouloir aller dans les livres, de vouloir aller, et à un moment donné j'ai arrêté parce que déjà ça me surchargeait l'esprit, j'avais déjà un vata débalancé, mais alors là, voilà, au niveau de l'esprit, de la confusion, etc. Et donc c'est important de se donner voilà, ce temps de repos aussi, de pas Mm. tout vouloir conscientiser, tout vouloir intellectualiser, parce que c'est beaucoup une thérapie par le corps aussi. C'est vraiment très corporel, très physique. Donc ça, c'est D'ailleurs, une part on va importante. détailler un peu concrètement ce que c'est pour les gens, un peu mettons, leur donner une idée de ton quotidien. Mais avant, je voulais aussi souligner que parce que tu l'as mentionné un peu, puis je l'ai vécu moi-même, puis ça devient majeur, mais sans même intellectualiser ou sans même juste en le vivant, je suis persuadé aussi que tu as appris tellement néanmoins parce que, surtout que tu avais suivi des formations, mais il y a toutes sortes de choses qui sont des formations, mais une fois qu'on l'a vécu, c'est autre chose. Puis je trouve que avec justement, on vit des vagues un peu comme avant la thérapie émétique, il va y avoir une vague de excès kappa, avant le Virechana, la purgation, il va y avoir une vague de pitta, donc on peut le sentir dans notre caractère qui va passer d'une lourdeur à quelque chose d'un peu plus colérique ou je ne sais trop. Puis toutes ces variations-là, ces contrastes-là viennent illustrer les doshas. C'est comme si on se voyait avec sa version, voici Jonathan version englué de kappa avec le gui au départ, voici à la toute fin avec les bastilles, on va détailler un peu c'est quoi le vata s'équilibre, donc on sent quelque chose d'apaisant. Donc tout ça, ensuite en rétrospective, ça devient une banque d'expériences. Mm. J'imagine que même en laissant un peu le cerveau sur la tablette, t'as appris plein de choses. Ça s'est fait tout seul, Oui, quoi. ouais, ouais, on apprend, puis j'en ai gardé encore aujourd'hui. Là, je m'observe, je me vois aller. Alors forcément, j'ai pas gardé 100%, on en reparlera de l'après-cure, mais
mais voilà, je sais quand la couleur de la langue, mes gestes, la qualité de ma peau, par exemple, puis la façon dont j'aborde les événements extérieurs, je me dis, OK, là, ouf, voilà, je me reconnais, comme tu dis. Donc, c'est beaucoup d'apprentissage sur soi. Après, les procédures, on peut en parler maintenant parce qu'en fait, c'est ça, il y a la consultation avec le docteur. Bien sûr, le centre, nous, on a le centre de soins et le centre Charade va se charger de nous trouver un logement, en fait, une chambre en fonction aussi de nos besoins, de nos envies. On a tous des standards différents et l'Inde est un standard particulier vis-à-vis de nos pays aussi. Moi, je sais que je suis pas très compliquée. Une chambre avec un lit basique, une bonne douche, voilà, je demande pas grand-chose. Avec la vue sur la nature, par contre, c'est extrêmement important. Puis ça joue beaucoup dans le cadre de la cure aussi. Mais voilà, il y a des standards différents pour les chambres et chacun fait en fonction de son budget. Budget qui évolue en fonction des saisons. Saison haute, saison basse, comme partout dans le monde. Ça, c'est très difficile d'avoir des prix d'un Indien sur son site parce qu'ils n'ont jamais de prix, parce que tout varie. Les prix augmentent aussi assez rapidement d'année en année. Donc là, ils se retrouvent ils veulent se garder une marge de manœuvre, les saisons et tout. Mais généralement, c'est en tout cas, ça reste, ça vaut le prix que ça coûte, en tout cas pour ma part. Certainement. Donc c'est ça, après la consultation, donc on va rentrer, moi c'est ça, j'ai fait les 4 procédures, donc Vamana, Virecchana, Bashti, Nasyam, et il y a eu 2 Bashti différents. C'est pour ça que je disais, il y a une variante. C'est ça, la version, il y a la version Sushruta ou Dhanvantarim de l'Ayurveda qui comprend la saignée, mais souvent qui est écartée dans l'autre version parce que la saignée est une forme de chirurgie là, dès qu'on met une aiguille ou une lame ou quoi que ce soit. Dans le sud, c'est parfois fait avec des sangsues, mais elles sont très difficiles à mettre la main dessus. Et pour aviser les gens un peu effarouchés, parce que les saignées, ça a de mauvaise presse avec ce qu'on en a fait en Europe au Moyen-Âge. Mais j'ai coutume de dire que la quantité de sang prélevé dans la saignée, dans tout le panchakarma, est moindre qu'aller faire un don de sang à la Croix-Rouge. Et la liste de contre-indications est plus longue. Donc, ils sont plus prudents que la médecine moderne au niveau des saignées encore. Donc, c'est très, très, très raisonnable. Et on peut l'écarter du panchakarma. C'est ça, voilà. C'est ce que j'allais dire. Elle a été écartée. C'est encore traditionnel. Mais voilà, je veux dire, en France ou même à Montréal, au Canada, je me suis fait offrir de faire une saignée par rapport à mon taux de fer dans le sang. Donc, c'est des pratiques qui existent, qui sont des pratiques médicalisées. Mais si on peut les éviter, le corps médical va les éviter, c'est sûr. Donc la première phase, avant ce qu'on appelle la procédure qui correspond à une journée particulière, il y a toujours une phase de préparation. Donc la préparation, c'est des soins de corps. La préparation, c'est aussi des plantes, des traitements par les plantes, qui peut être sous forme de sirop, de cachet. Et il y a la diète qui va accompagner la phase de préparation avant le jour J. Les préparations, c'est toujours doux, on appelle ça purva karma, donc avant l'action. Mais en général, c'est apaisant, n'est-ce pas? Hein? C'est des petites plantes douces, une alimentation, des soins comme les massages, des abhyangas pour vider le corps. On vient préparer le corps à vivre la procédure. Donc, Vamana, on est plus sur l'absorption du ghee, le fameux ghee que dont tout le monde a peur quand il arrive. C'est « Oh non, je ne vais pas boire du ghee ». Le ghee étant le beurre clarifié, donc un beurre sous forme liquide qu'on va ingérer le matin à une heure précise avec le docteur qui reste présent, et la quantité va varier et la durée de prise du ghee va varier en fonction de la personne. On n'est pas tous pareils, on peut recevoir la même préparation et la même procédure, mais il va y avoir des variantes parce qu'on n'a pas la même constitution et pas les mêmes besoins au niveau du corps, les mêmes réactions. Et c'est le docteur qui va le dire quand on s'arrête ou si on continue la prise de ghee. Déjà, le ghee, c'est un beurre clarifié, mais il est médicamenté, c'est-à-dire qu'on y a mis des plantes médicinales qui ont été préparées selon les préparations ayurvédiques. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a 16 différents ghees qui vont être donnés
dans les panchakarmas selon est-ce que la personne a des maladies de peau, des problèmes intestinaux, des problèmes de système nerveux. Donc, le choix du ghee va déjà être personnalisé. Puis, si les gens se demandaient ben, pourquoi j'arrête du ghee, puis je vais vous inviter, je vais vous mettre un article un peu plus, disons, systématique sur le panchakarma que vous pourrez lire en appui aux vidéos. Mais c'est une histoire de pénétrer le corps vraiment profondément, aller chercher des toxines. J'en ai vu je le dis entre guillemets parce qu'il y aurait plus d'études à faire, mais des preuves que les gens vont faire ressortir des drogues parfois qu'ils ont pu faire dans leur jeune temps. Il y en a parfois qui avaient oublié qu'ils avaient fait certaines drogues, puis j'ai vu des médecins ayurvédiques quand ils ont, la procédure Vamana, on va le nommer, qui va être une thérapie émétique, donc on va faire sortir tout ça en vomissant. Ça peut paraître un peu brutal, mais c'est la meilleure façon de le faire. Donc le ghee sert à collecter tout ça, et la procédure qui est la plus dramatique, je dirais, qui est le Vamana, n'aurait pas de sens si on ne faisait pas une semaine où, comme tu disais, ça varie, 4, 5, 6, on sature la personne de corps gras et les toxines vont être solubilisées. Et bon, donc ça peut nous apparaître assez étrange, mais bon, il y a toutes sortes de, je veux pas trop rentrer là-dedans, mais il y a toutes sortes de justifications biologiques qui m'amènent à croire et de constats aussi, la couleur des yeux qui changent, des vieilles toxines dont on savait ou on ne soupçonnait pas la présence qui vont ressortir. Je suis content que tu aies fait cette procédure-là parce que c'est la procédure que beaucoup de panchakarma vont écourter. C'est beaucoup plus important de faire celle-ci que de faire la saignée qui est un peu accessoire puis qu'on peut aller faire un don de sang. Mais le Vamana, si on l'écarte, là, c'est un gros morceau, là, disons. Donc, excuse-moi, je voulais faire ces apartés-là pour bien qu'on comprenne bien pourquoi on boirait du beurre clarifié. Ça semble tellement étrange. En fait, moi, je l'ai schématisé pour moi très simplement, c'est que le corps gras va ramener les toxines le plus possible au niveau de l'estomac. Et la façon la plus simple d'évacuer ce qu'on a sur l'estomac, c'est de vomir. Le corps médical, quand on ingère des médicaments, quand on fait une intoxication alimentaire, le vomissement permet au corps de se libérer. Je vais te préciser un détail là-dessus, si tu permets, c'est que en fait, c'est au foie que les corps gras vont être collectés juste en dessous de l'estomac. Puis parce que les corps gras vont inévitablement aboutir dans le foie, puis les toxines qui sont dedans vont être prises en charge par le foie. Et quand on fait le Vamana, on sort pas juste ce qui est dans l'estomac. Mais pourquoi on le fait répétitivement? On fait boire des liquides, on fait vomir. Ouais. C'est qu'à un certain point, le corps va faire, je suis désolé, ça semble un peu choquant, mais ce qu'on appelle le vomi projeté. Et ça crée un réflexe. Très projeté. Et c'est dans ce réflexe-là que les organes vont se contracter. Et là, la vésicule biliaire va s'écraser. Le foie aussi va se contracter. Et là, il va y avoir une évacuation brutale. Et le sphincter, le pylore, si je ne m'abuse, va s'ouvrir en bas de l'estomac et tout ça va sortir. Donc, on va véritablement vomir de la bile. Et c'est la procédure qui est la plus violente, bien qu'elle soit adoucie de toutes les façons inimaginables jusqu'à quelqu'un qui vous flatte le dos puis qui empêche que vous fassiez un coup du lapin. Bref, mais ça peut être très intimidant et effectivement, je ne ferais pas ça dans un centre en Occident parce que là-bas, il y a un cadre légal, il y a des précautions, il y a une expertise. Peut-être pour permettre aux gens de visualiser, en fait, la procédure en elle-même, on est dans une salle, il y a jusqu'à 2 médecins, il y a la thérapeute était avec moi justement pour plutôt observer, flatter le dos, ce que tu dis, réunir les instruments s'il y avait besoin. Donc, ça assure une sécurité. On boit des liquides qui sont différents d'une personne à une autre. Quand je dis on boit, je parle de 4, 5, 6 litres. Enfin voilà, c'est des litres. Plus, là, jusqu'à parvenir au point que j'ai mentionné. Là. Jusqu'à parvenir au moment où le médecin dit « ça y est, c'est bon ». Parce que moi, à plusieurs reprises, j'avais des nausées. Je disais « je vais vomir ». Et là, elle me prenait le pouls et disait « non, pas encore ». Et effectivement, c'est juste le regard et la main sur le pouce et oui, maintenant. Et là, j'ai fait un jet, mais comme je n'avais jamais fait. Ça, c'est le vomi projeté. Voilà, et effectivement, le corps vit un choc. C'est pour ça qu'après cette procédure, il y a une phase de repos qui est importante. Là, on remet en perspective. Tu avais dit 40 jours, toi, tu as fait. Puis là, on parle d'une avant-midi dans 40 jours. Donc, il faut bien mettre en perspective. C'est ça. Mais par contre, on s'en souvient mentalement. Moi, je me souviens encore de l'odeur du ghee. Je me souviens de l'odeur de ma peau qui sentait le ghee.
on sent le gui de partout, les pores, voilà, donc le corps subit, on subit des odeurs, etc. Ça fait partie aussi de toute la procédure. Une fois que c'est fait, ben, petit à petit, le corps se remet, on a une nourriture qui n'est pas encore solide parce qu'on vient de faire quand même travailler le système. Donc, on va rentrer dans une autre phase de préparation, de repos-préparation pour la procédure suivante. Les massages peuvent évoluer aussi. Il y a le protocole de massage qui évolue. Et on enchaîne les procédures. Vireshana, ça va être plus un moment où on va être vraiment amis avec les toilettes. Ils nous font passer une journée sur les toilettes pour se vider. Mais c'est très voilà. doux. Ils utilisent des pâtes qui empêchent de faire des crampes. Donc, ce que les gens font, les Français, ou tout ça, faisaient avec du ricin, de l'huile de ricin, puis là, on se trouve à être plié en deux. Ben là, c'est pas ça. On a le temps de se rendre à la toilette. Puis moi, c'était très satisfaisant parce que j'ai évacué jusqu'à ce que ce soit... j'ai réussi à 100%, mais en fait un peu trop parce que ça continuait par la suite. Mais c'était de l'eau claire, là, de l'eau comme ça. Là. Il n'y avait rien, pas de morceaux. Donc là, ça donne une espèce de satisfaction un peu hygiéniste d'avoir nettoyé son intestin quand on souhaite tant. Mais ça aussi, c'est une journée. Donc, en fait, puis corrige-moi si tu l'as senti différemment, mais pour moi, après la première procédure, après le ghee et le vamana, tout est facile. On mange de plus en plus complexe, la nourriture devient moins spartiate. Est-ce que toi, il y a une procédure que tu as trouvée qui t'a challengé autant que le vamana challenge tous les gens? Ou? En fait, elle challenge différemment. D'accord. Moi, la vamana, c'était un challenge d'absorber un liquide que j'avais envie de vomir avant même la procédure, le ghee, le matin, rien qu'avec l'odeur et la sensation de gras voilà. Vireshana, moi, c'était particulier parce qu'il a fallu recommencer parce que la pâte dont tu parles n'était pas assez forte. En tout cas, voilà, donc il a fallu retravailler le processus. C'est pour ça que je dis, selon ce qui se passe, le médecin réadapte aussi, et ce qui explique que c'est très différent d'une personne à une autre. On quitte pas la chambre. Ça commence d'ailleurs même dans la salle de soins, en fait. On prend sous la surveillance du docteur et toujours de la thérapeute. On prend cette fameuse pâte et on peut attendre. Le médecin va toujours s'assurer qu'on va bien, qu'on repart serein aussi dans sa chambre. Et on garde le contact constant avec le médecin pour lui dire comment ça va, combien de fois on est allé aux toilettes, quelle couleur, consistance. Là, pendant toute la cure, de toute façon, on va parler du corps, on va parler des selles, on va parler du sommeil en permanence, on va parler de la digestion en permanence. Ce sont vraiment il n'y a plus de secrets. On est monitoré. C'est comme un avion qu'on pilote à main, là, puis on regarde bon, on est rendu à telle altitude, OK, on monte, on descend, c'est constamment en réajustement avec la médecin. C'est ce que tu effectivement, qui est toujours disponible. Et puis, et même si on est entouré de d'autres personnes, les discours qu'on a, c'est toi, les toilettes, c'était comment? Enfin voilà, ça devient la joke du moment. Mais du coup, on se rend compte à quel point le corps est bien fait et c'est une vraie machine qui, si elle est bien huilée, bien travaillée, elle fait son travail en fait. Un autre point qui m'a marqué tout au long de la cure, c'est je n'ai jamais eu de sensation de faim. Bon, c'est vrai que j'ai la sensation de faim très difficile, hein, je suis une bonne capa. Donc le feu digestif, c'est très dur à activer. Mais par contre, j'ai jamais ressenti les manques de sucre qu'on peut avoir quand on fait une diète à la maison. J'ai pas ressenti le manque de café que j'avais commencé à arrêter, diminuer, mais là, pas du tout. On embarque dans quelque chose, puis c'est comme si en disant oui à cette cure, ben on laisse derrière nous tout, on n'y repense plus, on repense plus à mais je pense aussi que c'est le sevrage du corps aussi. Le corps est alimenté par une nourriture qui est saine. Et donc, le cerveau, mécaniquement, déduit qu'il n'a besoin de rien d'autre non plus. Donc, il y a une réaction on est qui est totalement normale, qui est de dire, en fait, façon, j'en ai pas besoin, tu viens de manger correctement, tu n'as pas besoin de remanger. Enfin, voilà, il y a tout un système qui se passe. Il y a aussi la question des journées. Souvent, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'on fait de nos journées? Ben,
on essaye de suivre, j'allais dire, des règles quand même. On ne fait pas une cure pour reproduire ce qu'on fait à la maison. Sinon, ça n'aurait pas de sens. Donc, on essaye de se coucher aux alentours de 9 heures pour pouvoir dormir vers les 10 heures le soir, se lever tôt le matin avec le soleil. Et généralement, parce qu'il y a des protocoles qui peuvent démarrer tôt, 5-6 heures du matin. On a les repas, donc on est servi, c'est des heures. On a le petit déjeuner, le déjeuner et le repas du soir. On essaye de pas trop se fatiguer, donc pas trop lire, pas trop regarder les écrans. On peut marcher selon les recommandations du médecin, on peut méditer. Le médecin va nous aider à trouver les activités pour nous alimenter, mais le but, c'est d'apprendre aussi à rester en connexion avec les soins et de ne pas se disperser et à vouloir s'occuper à tout prix, à vouloir jouer les touristes. Il y en a beaucoup qui veulent jouer les touristes pendant le panchakarma, mais en fait, ce n'est pas du tout l'objectif. Le médecin va pouvoir... Le plus bas niveau possible. Le plus bas niveau possible. Voilà, il n'y a pas de consommation d'excitants. Il n'y a pas de... Si on va, c'est arrivé, hein, moi j'en ai entendu qui allaient consommer à l'extérieur dans les restaurants. Il faut le prévenir le médecin parce que c'est un impact considérable sur le traitement. Donc, il n'y a rien à consommer à l'extérieur de ce qui nous est donné par le médecin. On est vraiment... La prise en charge, pour moi, elle se suffit à elle-même. Et c'est même le médecin qui va nous dire les meilleurs moments pour nous pour aller à l'extérieur, pas trop au contact du soleil, pas trop au niveau du vent selon les traitements. C'est important de faire confiance au docteur, même si parfois ça peut être long, difficile. On se dit que, oh là là, oui, moi ça m'est arrivé des journées où une fois qu'on a pris ses notes, une fois qu'on a fait sa petite heure de lecture, bah, je me disais, bon, bah voilà, j'ai un petit peu d'énergie, qu'est-ce que je peux faire, je m'ennuie. Ça arrive, hein. Enfin, en tout cas, moi, ça m'est arrivé, mais... C'est bien de s'ennuyer un peu quelque part dans le panchakarma. Ça fait partie du programme d'aller un peu regarder les vagues. En plus, on est à côté de la mer. On peut aller prendre une marche le soir, regarder les vagues. Les contacts aussi, limiter les contacts ou en tout cas, ce qui peut nous rendre toxiques aussi dans notre façon de penser. Garder des discussions un peu, pas trop aller loin dans les discussions avec les gens. Exactement. Puis... Ça, c'est important. Après, donc, après, le petit conseil pratique, bah, c'est d'apporter des tenues confortables, légères. J'allais dire pas des tenues neuves qu'on va absolument garder parce qu'entre l'huile, les résultats des traitements, voilà, on se retrouve avec des vêtements, bon, ça sert à rien que ce soit tout neuf et tout blanc, surtout pas. Ouais, c'est ça. Ou alors achetez-vous des trucs rendus là-bas. Il y a plein de petits magasins avec des petits vêtements qui vont convenir pour l'endroit, qui coûtent pas cher, puis que vous pourrez pas trop vous soucier, là, tu sais, au pire. C'est un bon endroit pour remplir ses valises en Inde aussi. Donc là, on était rendu à Vireshana. Après, je me trompe pas, c'était Basti. D'habitude, ils commencent les Nasya des fois un peu avant, ou des fois ils font à travers le Basti. Des fois, ils peuvent les faire les deux en parallèle. Ben là, j'ai un petit doute là, mais je sais que par exemple pour Basti, donc j'en avais un le matin et un le soir. Donc un qui est plutôt plus nettoyant et un plus nourrissant. Là, si je veux résumer grossièrement. Et les Basti, on l'a pas précisé pour les gens, c'est des injections rectales qui sont des petites quantités, qui sont assez douces la plupart d'entre elles. On est dans quelque chose de beaucoup plus doux pour résumer que l'irrigation du côlon, c'est un autre niveau beaucoup plus brutal. Donc, c'est quelque chose d'assez doux, puis on vise plus une absorption de la médecine. Il y a des études scientifiques aussi qui démontrent qu'en fait, toute leur tradition de comment ils vont... ils montrent comment ils vont frotter le mortier, dans quel sens, à quelle vitesse, de quelle manière. Ben, tout ça a un résultat réel, c'est-à-dire qu'ils forment davantage de nanoparticules et les études même ont attesté que les médecines qui sont injectées par voie rectale, on en retrouve davantage au cerveau que s'ils sont pris par voie orale. Enfin, ce que l'Ayurveda prétendait, semble-t-il, le peu d'études qui ont été faites à ce niveau-là le démontrent. Et c'est en tous les cas très, très doux. Et ça clôt le panchakarma. Bon, il y a des procédures à travers ça des fois parce que ça se tend sur plusieurs jours. Puis
lorsque Marie est restée plus longtemps, donc ça permettait à la médecin d'évaluer son pouls à chaque jour, d'ajuster les ingrédients du Basti. Ça lui donne une marge de manœuvre. Peut-être pour résumer en fait la fin, les bénéfices, ce qui s'est passé pour moi après, je dirais que le plus important, c'est que j'ai pas repris mon traitement hormonal. Ça, c'est le plus gros changement puisque c'était supposé à vie. J'ai pas eu, alors j'ai pas repris le traitement. Par contre, j'ai continué le suivi, les analyses de sang régulièrement à 6 mois, à 1 an. Donc, pour l'instant, rien n'a bougé. Et j'ai pas eu de symptômes d'hypothyroïdie comme j'aurais pu noter avant. Donc ça, c'est le plus gros avantage. Je dirais après, c'est au niveau de la santé générale et de l'énergie. J'avais une énergie vraiment intéressante. Avec la perte de poids aussi, il y a eu plus de légèreté. Mais c'est surtout l'énergie, le fait de pouvoir marcher, faire de la rando, une certaine agilité retrouvée. Que j'avais perdu. Plus de sciatique au niveau du côté droit. J'avais vraiment une grosse sciatique. J'arrivais pas à calmer. J'avais beau masser, etc. Donc ça a bien calmé la sciatique. Après, ce que j'ai pu observer, c'est la peau aussi qui avait une élasticité, une belle couleur de peau. Tout le monde me disait, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu as l'air reposé, tu as l'air zen. Alors c'est sûr qu'on peut être que zen après parce qu'en fait, on pense qu'à nous. Donc, voilà. Mais il y avait ça. Ça t'a rajeuni presque sans vouloir rentrer dans la légende. C'est ça, j'ai retrouvé des capacités physiques. J'avais plus les démangeaisons que je pouvais avoir au niveau du corps. J'avais des petites démangeaisons. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a perduré, ces bénéfices-là, ou c'est... Oui, ça a duré longtemps. Ça a perduré, ça perdure encore. J'ai toujours pas mon traitement, ça va faire 3 ans. Oh, je dirais que ce qui est important aussi, alors moi, ce que j'ai pas pu faire, par contre, parce que j'ai eu une petite infection alimentaire, donc j'ai pas pu maintenir mon traitement post-cure, ce qui est essentiel pour garder les bénéfices et maintenir les bénéfices le plus longtemps possible. Donc la diète ou la mode de vie est recommandée. Alors, il y a eu la diète, voyager, mais aussi les compléments au niveau des plantes. Moi, j'ai voyagé beaucoup après, ce qui n'est pas conseillé, ce qui fait que j'ai pas pu maintenir une hygiène nécessaire. Et quand je suis rentrée de voyage, j'avoue que avec les amis et tout, etc., c'est vraiment le plus dur, c'est de maintenir une diète, maintenir des bonnes habitudes, se coucher tôt, suivre tout ce qui est bénéfique pour nous, on le sait, mais c'est très difficile à mettre en place dans une routine, en tout cas pour moi. J'ai gardé des petits éléments quand même. Quand je sens que j'ai débordé, je me rappelle à l'ordre, je mange, je jeûne moi je jeûne plutôt le soir, c'est meilleur pour moi. Donc je coupe. Je vais avoir ce réflexe-là d'utiliser le gingembre, d'utiliser le curcuma, de faire un kitchari parce que je sais que ça va reposer aussi le système digestif. D'éliminer le plus possible les produits laitiers à base de lait de vache. Je sais que ça me fait du bien. Les aliments transformés. En fait, j'ai gardé des choses faciles que j'utilise au quotidien qui me font pas me sentir limitée ou contrainte. Je suis quand même une gourmande, donc je mange des gâteaux, mais pas trop. Mais voilà, maintenant je trouve que j'ai plus un équilibre de me dire, ok, là attention, tu vas tomber dans l'abus. Là, tu sais que le mélange, la combinaison, ça marchera pas. Donc je suis plus attentif à mes symptômes aussi. Par exemple là, moi qui suis plutôt Vata, Kapha, je vois tout de suite la sécheresse. Et les impacts que ça peut avoir. Donc, j'essaye de me trouver un petit remède. Je bois de l'huile ou je fais très attention aux produits que j'utilise, à mon alimentation. Voilà, il y a des choses quand même qui me restent parce que de toute façon, on nous donne aussi des recommandations à la fin de la cure en termes alimentaires à suivre selon notre constitution. Après, on peut échanger et avoir des recettes aussi de cuisine, mais maintenant on trouve un peu tout sur Internet. Donc voilà, Kitchari, on va le trouver sur Internet. Faire un dal, c'est extrêmement simple. Donc on va le trouver aussi sur Internet. Après, c'est des choix personnels de manger végétarien ou de garder un peu de viande.
par exemple. Donc, je dirais que je m'auto-suggère ou je m'auto-limite plus facilement. J'ai l'impression, corrige-moi si je me trompe, mais c'est des choses que tu savais déjà. Mais le fait de l'avoir expérimenté puis d'avoir atteint un niveau de bénéfice réel, ça crée, euh, ça crée un ancrage du genre que tu as une expérience concrète que si tu cesses, par exemple, les produits laitiers ou tu te couches plus tôt pendant quelques temps, tu as déjà tu sais comment tu peux te sentir. C'est pas juste conceptuel, c'est un peu plus concret puis ça donne plus le goût, ça donne envie de de retrouver cet état-là, en fait. Ouais, puis on y a touché, on a envie de rester là, on a envie de... Ça nous motive aussi à... En fait, il y a ça, c'est surtout qu'avec avec tout le processus, on comprend ce serait quoi l'état de bien-être. On le voit, on voit la digestion, on voit les bienfaits du sommeil, on voit les bienfaits de la diète. Donc, en fait, on peut maintenant comparer ce qui n'est pas une bonne digestion pour soi. Par exemple, moi, c'est clair, maintenant, je l'identifie. On a un point de référence. Mais j'ai un vrai point de référence sur comment je suis dans un état exempt de problème, entre guillemets, avec une bonne diète, reposée, en suivant une bonne routine, en ayant les bons soins. Donc maintenant, je suis capable de me dire, bah là, clairement, tu le vois bien, t'es gonflé. Je suis capable vraiment de faire la différence et de me dire, ah, bah là, j'ai un warning, j'ai une alarme, il faut que je fasse attention. Donc ça, c'est plus facile. J'avoue que oui, c'est plus facile. Et est-ce que tu en referais un dans ta vie? Un pancha karma? Alors, j'y suis retournée, donc ça, je l'ai fait en 2022. J'y suis retournée pour une petite visite éclair en 2023 et j'ai refait une cure de 3 semaines en 2024. D'accord. À une autre période. La première cure que j'ai faite, c'était août-septembre, début octobre. Pendant la mousson, la fin de mousson. La fin de la mousson qui n'était pas très forte à cette époque-là. Et je suis retournée en avril. Alors, c'est vrai que la température est très chaude. Et moi qui venais du Cambodge, c'était la même chose pour moi. Donc, il n'y avait pas d'impact sur moi. Puis, j'ai pas eu de réaction particulière en fonction des soins. C'est sûr qu'il y a des périodes plus favorables que d'autres pour faire ces soins-là. Plutôt, tu le sais, hein, plutôt là, ils conseillent plutôt novembre. De novembre à février, c'est la période idéale. Voilà, il semblerait que mars, c'est pas trop pire encore au niveau de la chaleur. Puis la fin de mousson, la mousson est moins abrupte dans le sud, elle dure moins toute la journée. La mousson va durer plus longtemps, mais moins intense de jour en jour dans le sud que dans le nord. Donc, on peut, j'imagine, fonctionner un peu plus parce que des fois, dans les montagnes du nord, il pleut du matin au soir pendant une semaine, c'est moins agréable. Mais si on peut sortir une partie de la journée, il pleut une autre partie. Des fois, même, c'est prédictible parce qu'il pleut toujours un peu à la même heure. C'est des grosses averses intenses, mais ça dure pas longtemps et on n'est pas bloqué sur une journée. Donc pour moi, c'était... Il fait pas trop chaud ni trop humide. La température a déjà descendu. Non, non, c'est pas... Enfin, pour moi, c'était supportable. C'est sûr que chacun a son seuil de tolérance. Mais de toute façon, on peut avoir un échange avec le docteur avant de venir. On peut avoir un 30 minutes en ligne, WhatsApp ou peu importe l'outil qui est utilisé. Donc, elle peut aussi conseiller et commencer à parler des pathologies et des soins qui pourraient être apportés et expliquer quelle période serait recommandée ou qu'est-ce qui pourrait être... le mieux, en fonction aussi de la durée du séjour, parce que c'est pas tout le monde qui peut se libérer plusieurs semaines. Donc il y a cet élément-là aussi qui est important, c'est combien de temps on peut rester pour adapter les soins. Et souvent, c'est plus nous le facteur limitant parce que c'est difficile d'aller chercher un mois de vacances. Et comprendre aussi que les pathologies qu'on a sont installées depuis des années, c'est pas en quelques jours que ça va se résorber. Par contre, ça va lancer, c'est un bon booster. Puis c'est vraiment un temps pour soi, un vrai temps pour soi dans des conditions où on ne peut faire que ça. J'imagine quand on souhaite, là, on se dit je suis au bout du rouleau, j'aimerais aller dans un tout inclus puis penser à rien. Tant qu'aller dans un tout inclus, aussi bien aller dans un tout inclus ayurvédique. Ça ressemble un peu au même, on peut lézarder sur la plage aussi, mais
on va avoir des soins, on va avoir une nourriture adaptée, on n'aura pas à éloigner les cocktails, puis les sauces tomatées, puis piquantes. Bah, c'est ça, moi je disais, j'arrêtais pas de répéter, je me revois et je m'entends. J'arrêtais pas de répéter, mais en fait je fais rien, je m'ennuie. Et le docteur qui me disait, mais en fait tu fais pas rien, tu penses à ton corps et tu es en train de travailler sur ton corps. Et c'est vrai que finalement on est tellement omnibulé par la performance de livrer quelque chose ou de faire absolument quelque chose, on se rend pas compte que d'être en pause, c'est aussi faire quelque chose. Et ça aussi, ça fait partie du processus. Moi, je suis arrivée dans un état, alors ce qui a changé aussi, c'est l'apaisement mental, plus de clarté mentale, moins de confusion. Et ça, je l'ai vu. Comment je l'ai vu, c'est qu'au début, j'étais incapable de prendre des décisions sur mon voyage. Après, c'était plus clair. C'était, bah là, tu vas là, tu profites, t'es pas obligé de toujours bouger. Enfin, j'étais vraiment plus sereine aussi. Donc ça, c'est resté. Le focus. Les bénéfices sont intéressants. Et puis le contact se garde avec la clinique. Je veux dire, le médecin peut être à dispo aussi. Elle peut faire des consultations en ligne après. Elle peut donc adapter un petit programme aussi si on sent qu'on a besoin d'aide à la maison. Je crois qu'elle offre aussi ce support-là maintenant. Elle peut l'offrir en ligne. En tout cas, c'est intéressant de suivre ça après avoir pris des cours, de le voir, de le vivre, et puis de progressivement aussi de voir est-ce qu'on change son hygiène de vie, est-ce qu'on change de style de vie, parce que ça revient à ça. Après, on n'oublie pas, enfin moi j'oublie pas que je suis pas née en Inde et que y a des choses auxquelles je pourrais pas renoncer dans ma culture à moi, ou ne serait-ce que dans la nourriture. Moi, un bon pain fromage, bah, voilà. Ah oui, l'autre jour j'avais une cliente, c'était une Française qui habite dans la campagne. Ils font leur propre fromage, leur propre pain, tout ça. Je vais pas leur dire, c'est de manger ça absolument. Mais il faut que tu arrêtes de faire ton fromage et de le manger. Bon, tu sais, mais il y avait quand même une modération à faire. Il y avait quand même, c'est ça. Il y a une façon c'est toujours d'un équilibre en fait à établir. Puis parfois en réduisant quelque chose sans nécessairement cesser. Je dis pas que le fromage est la pire chose à manger dans la vie non plus, mais disons qu'il y a toujours moyen de moyenner et qu'on peut faire un équilibre différent pour chaque personne. Puis effectivement, on peut pas simplement... Bon, moi, j'aime beaucoup vivre à l'indienne. Je cuisine la bouffe indienne à peu près tous les jours de ma vie, mais c'est un choix personnel, un amusement personnel. Je ne pense pas que ce soit l'Ayurveda, je tente de le détacher de la culture indienne, qui est la partie universelle. Donc, il faudrait réinventer des diètes ayurvédiques pour chaque peuple, on peut ayurvédiser la cuisine française ou mexicaine. Qui est très très difficile, ne serait-ce que dans le mode de cuisson, les ingrédients utilisés, la charge de graisse. C'est sûr qu'il y en a qui se prêtent un peu mieux. Oui, c'est sûr qu'ayurvédiser, par exemple, une coquille Saint-Jacques, ça va être difficile. Oui, mais encore une fois, quand on apprend l'ayurvéda, on est comme, oh là là. Mais c'est clair, après, c'est une question, tu l'as dit, de modération, de sélection. Il faut garder la notion de plaisir, sinon de toute façon, par principe, tout ce qui est restrictif nous revient à un moment donné. Et c'est la répétition qui va faire que le corps et le cerveau enregistrent qu'il y a un changement positif, il faut le garder en fait. Ça se fait progressivement. Moi, je sais que partout où je vais maintenant dans le monde, quand je m'installe, je m'achète du cumin, je m'achète du curcuma, je m'achète du fenouil. Si je le trouve pas, j'essaye de trouver. J'ai le réflexe d'aller me chercher des épices. Mais ça, c'est facile. Oui, il y a ça partout, c'est médicinal. Si on connaît les fonctions, on peut s'en servir. Le cumin contre les ballonnements, le curcuma contre les indigestions alimentaires. Exactement. Chaud au Maroc, donc en fait, je vais utiliser la menthe. La menthe, elle est au quotidien. Ouais. Je dirais pas que je vais manger du couscous tous les jours, par exemple. Mais, voilà, mais j'en mange, je fais attention. Mais en fait, c'est ça, et puis aussi d'avoir les bons moments pour les manger. Ouais. Ça, c'est intéressant. Et après, je te dirais que c'est de continuer aussi à comprendre ce qui se passe, de s'informer aussi. Moi, je continue à aller en ligne quand j'ai un doute. Il y a plein de ressources en ligne pour s'informer. Je sais que tu comptes bien tourner un peu, graviter autour de la clinique à Kovalam. Donc, peut-être rencontrerez-vous Marie si vous allez à la clinique à Kovalam. On verra dans le futur si on arrive à ficeler. Il y a eu parfois Marie a été entremetteuse aussi pour aider les gens, à
à mieux comprendre les soins. Bon, souvent, le médecin répond à des tas de questions, mais il y en a des tas d'autres et c'est le fun d'avoir une personne ressource. Donc, on verra comment tout ça évolue, quel genre de service d'accompagnement tu peux offrir, mais certainement qu'on a envie de se mêler à on a envie d'être impliqué avec cette clinique, on a envie de rester, de graviter autour. Et de les aider dans leur projet de développement aussi. C'est utile surtout pour faire la différence avec les autres de moindre qualité et vraiment rester dans l'offre de soins qui est accessible, abordable et de qualité. C'est important parce que aussi. C'est très difficile. On garde contact, Marie et moi, avec cette clinique parce que il y en a sans doute d'autres en Inde qui sont décentes, mais sur 100 cliniques ayurvédiques, il va en avoir une qu'on va vraiment valoriser, qui va cocher toutes les cases. C'est très difficile de rassembler les conditions gagnantes. Et aujourd'hui, c'est devenu une business très orientée vers les Occidentaux qui ont de l'intérêt, qui apportent de l'argent. Donc, c'est très galvaudé, il y a des raccourcis, il y a des absurdités. Il y a des raccourcis, mais on est capable de les détecter, certains, à partir du moment où on vous propose une chambre pour profiter de la piscine, de la clim, du buffet garni. Bon, bah là, on se dit, déjà, est-ce qu'on est au Club Med ou dans une clinique de soins? Voilà. Il y a des facteurs comme ça qui nous... Voilà, puis après, il y a le contact, l'accompagnement. Moi, je sais que j'ai eu l'occasion d'aller faire une cure ailleurs. Et ce qui m'avait manqué, c'était l'accompagnement et la chaleur humaine, d'être reçu avec le docteur, d'être répondu dans mes questions. Et ça, moi, j'ai trouvé le package global, en fait, avec Charat et Grishma. Et moi, ça me suffit. Voilà. Donc oui, je les aide souvent quand il y a des demandes en français ou pour partager l'expérience pour que les gens sachent dans quoi est-ce qu'ils s'embarquent en venant à Kovalam et en faisant ce type de soins. Écoute, c'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui, mais on va s'en garder pour une prochaine entrevue. Le sujet est déjà lancé. Merci Marie de t'être prêtée à cet exercice depuis le Maroc, depuis un café affluent de Marrakech. Oui, un café à fleurs, c'est un fleuriste café. Oh. C'est juste magnifique. Oh, wow! Quelle belle finale pour la vidéo. Voilà, exactement. Ben, merci à toi et à très bientôt. Au plaisir de se revoir et j'espère qu'on se croisera sur la plage de Kovalam.